Salut et bienvenue sur le podcast Game Design et Business. Alors aujourd'hui, c'est un podcast, on va dire assez improvisé puisque j'ai pas eu le temps du tout de préparer quoi que ce soit cette semaine. Alors je me suis dit, je vais vous raconter la petite histoire d'un jeu auquel j'ai participé, qui s'appelle Pinball Maniacs. Donc c'est un jeu mobile free to play, donc qu'on peut télécharger avec des options d'achat à l'intérieur. Et donc ça c'est un projet qui a été fait dans l'année 2012, donc ça fait quand même quelques années. Il faut savoir que le marché a beaucoup évolué depuis. Tout ce qui a été fait à cette époque-là, c'était les méthodes de l'époque. Ça va très très vite. Et puis l'autre chose, c'est que j'ai pas forcément une super bonne mémoire, donc il y a peut-être certaines choses qui sont un peu déformées par rapport à la réalité. En tout cas, voilà, je vais vous livrer ça. Donc en fait, comment ça a commencé ? Moi, j'étais en train de faire une présentation, une soirée dédiée justement au jeu indé. Je faisais une présentation sur un jeu que je venais de finir. Je vous dirais que j'ai pas été particulièrement fier de ma présentation. Elle n'était pas terrible. Désolé pour le bruit. Et voilà, bon alors donc je présentais mon truc et à un moment, donc une fois que j'avais terminé, il y a un grand gars qui vient me voir. Alors quand je dis grand, il faisait bien 2 mètres, hein, quasiment. Et ce gars c'est Laurent. Et puis il me dit ouais bah écoute, c'était cool là ce que t'as fait, c'est sympa. J'aimerais bien discuter un peu avec toi. Est-ce que ça t'intéresserait de travailler avec moi sur un projet ? Alors bon, je lui dis écoute, ça m'intéresse toujours de savoir un peu qu'est-ce que on peut me proposer. Et puis donc en fait il m'explique que il avait lancé l'année précédente un jeu de pinball, donc de flipper en français, qui a pas mal marché. Alors lui il avait fait, donc lui il est développeur et il avait engagé un graphiste pour faire des graphismes 3D, trucs comme ça. Donc c'était une table donc de pinball, de flipper, assez classique, hein, on va dire. Donc ça se joue sur mobile, avec une bille chromée, toutes les lumières qu'on peut imaginer. Puis l'univers était, un peu, je vais pas dire mafia parce que c'est pas vraiment l'idée. C'est plutôt le gars riche avec une voiture de sport et qui va aller draguer des filles. Voilà, c'est ça l'univers qu'il avait posé dans ce jeu-là, avec donc un moteur 3D qui permettait de faire des vues assez sympathiques quand on débloquait des bonus et des trucs comme ça. Et bon, donc ce jeu avait fait un peu plus de 100 000 $, ce qui était honorable, hein, vraiment, pour une équipe de deux. Et donc il avait envie de renouveler la chose en lançant un autre jeu de pinball. Mais cette fois-ci, il avait envie de s'attaquer au marché des casual gamers, donc des joueurs occasionnels, pas des... En fait, le premier jeu qui s'appelle le Pinball Ride, lui il est toujours disponible d'ailleurs. Vous pouvez aller le tester, il n'y a pas de problème. Donc il a fait une version gratuite et une version payante. À l'époque, il avait fait qu'une version payante et c'était comme ça qu'il avait réussi à faire son chiffre d'affaires. Mais voilà, je pense qu'il avait vraiment bien ciblé le public en leur proposant vraiment les choses qu'ils attendaient. Parce que quelque part, si on regarde un peu les flippers dans les bars, ils ont toujours des thématiques plutôt matures, donc voilà, des trucs style guerre, film, Terminator 3 ou voilà, c'est très très masculin, on va dire. Et puis voilà, enfin, on voit un peu ce qu'il peut y avoir comme clientèle dans un bar. Et donc voilà, il avait retranscrit ça sur mobile, ça avait bien marché. Il y avait des joueurs qui cherchaient exactement ce produit-là. Et puis je veux dire, il était vraiment de qualité, ce qui fait que ça a bien marché. Alors de notre côté, il me disait voilà, j'aimerais faire un jeu pinball, mais plutôt sous une forme aventure et avec des graphismes cartoon. Donc des trucs plus enfantins que ce qu'il avait fait précédemment. Donc c'est pour ça qu'il était venu me voir, c'était plus pour faire la direction artistique de ce jeu-là.
Alors moi j'ai accepté parce que je me disais ça pourrait être une expérience super cool, puis il m'avait l'air très sympathique, ce Laurent. Alors donc je me souviens au début je travaillais un peu chez lui, je faisais de la recherche graphique, on se mettait d'accord, ok, est-ce que t'aimes bien ces personnages-là? Donc on a fait des petits animaux qui faisaient office de billes. J'avais commencé à faire un premier tableau. En fonction de lui, de son côté, il a fait un prototype, c'est-à-dire une table avec déjà des options, des choses comme ça. Et moi, je devais le réhabiller et voir un peu si on pouvait arriver à ce que tout s'emboîte. Donc ça marchait pas mal. Et puis après, j'ai fait la connaissance donc de Greg qui s'est joint à l'équipe, un développeur. Et finalement, Laurent, qui était quand même au développement, après était, on va dire, faisait une grosse partie aussi de gestion et tout ce qui est marketing, etc. Alors voilà, donc ça roulait plutôt pas mal. Le projet, en fait, s'est étalé sur un an. Et je me souviens plus vraiment des dates et tout ça, là, mais je dirais qu'en fait, pendant 9 mois, on a vraiment bossé très fort. On s'est testé notre jeu un peu autour de nous et tout ça, mais de façon vraiment informelle. Et en fait, donc ouais, c'est ça. On a bossé vraiment comme en mode production, quoi. On n'a pas du tout fait ce principe d'itération, d'y aller petit à petit, de la façon lean. Enfin, le truc dont je parle dans mon podcast sur le MVP, je vous conseille d'aller l'écouter si c'est pas fait. Comme ça, vous comprendrez un peu plus l'idée d'organisation pour la production d'un jeu, que je conseille en fait. Après, chacun fait comme il veut, mais je trouve que ça c'est vraiment ça limite les risques. Et là, vous allez comprendre d'ailleurs que en faisant tout l'inverse de ça, les risques étaient très grands. Donc, de son côté, Laurent, il nous payait chaque mois. Donc ça, voilà, il investissait là-dedans. Il s'investissait lui aussi personnellement. On avait pris un moment des bureaux pour être tous les trois, donc ça aussi, ça rajoutait de l'investissement. Et au final, voyons voir, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait produit donc 2 tables. Donc une table en fait où on avait comme des levels, on avait comme une mini mission à faire. Il fallait récupérer par exemple 10 pièces, et puis au moment où tu avais récupéré 10 pièces sur le plateau, hop, ça changeait de mission, puis tu devais détruire des ennemis, des trucs comme ça. Vraiment, il était cool, hein. Franchement, moi je trouvais ça très sympathique, et d'autres personnes aussi. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, voilà, c'est ça. J'avais fait une deuxième table. Donc la première table en fait avait un thème pirate. Donc c'était un bateau échoué, puis tu éclatais des poulpes, et puis il y avait une espèce de boss sur un mât qu'il fallait frapper pour le faire tomber. Enfin voilà, c'était quand même du gros morceau. Et on avait développé une deuxième table qui était thématique château médiéval avec alors les personnages, je me souviens plus, il y avait des hérissons, des lapins, enfin voilà, des trucs comme ça. C'était voilà, moi je m'étais bien éclaté en tout cas graphiquement. Et puis donc on avait vraiment étudié tout ce qui était jeu free-to-play. On avait mis donc des bonus à lancer, plein de trucs comme ça. Et donc au bout de 9 mois, je crois qu'on le lance. Alors après, est-ce que c'était du soft launch ou du lancement mondial, j'en sais rien. Je crois que c'était soft launch, un truc comme ça. Et puis là, on voit que ça monétise pas beaucoup. On fait pas beaucoup d'argent avec notre truc. Et donc la première question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça monétise pas? Et donc en fait, on est allé, on s'est dit, c'est parce qu'il n'y a pas assez de trucs à acheter. Alors on rajoute des trucs à vendre, tout ça dans le jeu. Et donc 3 mois plus tard, on avait rajouté beaucoup de choses, hein. On avait repensé l'ergonomie, on s'est mis les boutons un peu plus en évidence, voilà. Et au bout de 3 mois, je crois à peu près, on relance le jeu. Et puis là, toujours pareil, ça donne rien du tout. Et quand on sait qu'on a mis 1 an là-dedans, je veux dire 1 an de temps et 1 an d'argent et d'énergie, voilà, faut que ça soit quand même assez performant, quoi, dès le lancement.
Et en fait, la chose qui a posé problème, parce que aussi autre chose, on aurait pu se dire on n'a pas assez d'utilisateurs, tout ça, mais on a fait quand même 1,3 million de téléchargements dans les 2 premiers mois, ce qui est quand même conséquent, mais ça fonctionnait pas. Alors je pense que le vrai problème là-dedans, c'est mon point de vue, avec le recul, c'est que la plupart des joueurs justement occasionnels ne dépassaient pas le premier niveau, parce que c'était beaucoup trop difficile. Si vous voyez un peu, imaginez un jeu de pinball, c'était quand même assez, c'est assez punitif quoi. Je veux dire, tu rates la balle, ça tombe entre les 2 flips là, et puis ça y est, t'as perdu ta vie quoi. Alors on avait rajouté même un truc genre tu lances la première partie, puis en fait il y a une corde temporaire qui est là, qui te récupère ta balle si jamais tu la perds trop rapidement. D'ailleurs ça existe dans les flippers classiques, c'est-à-dire que si tu lances une bille et puis au bout de 3 ou 5 secondes elle tombe entre les flips, on te donne une balle gratuite parce que t'as pas eu le temps de jouer quoi, tu l'as raté. Mais malgré ça, c'était toujours trop difficile, et puis voilà, la plupart des joueurs ne dépassaient pas le premier niveau. Donc forcément, quand on dépasse pas le premier niveau, on se demande pourquoi on irait dépenser un peu plus, parce qu'il manquait d'engagement. Donc la rétention était assez mauvaise, je pense. Et voilà. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça ? C'est que moi je considère qu'il y a vraiment cette méthode de travail qui est d'y aller progressivement, de faire pas développer 2 tables complètes avec je sais plus combien de missions on avait designé, avec je sais plus combien de bonus et tout ça, parce qu'en fait on avait rajouté tellement de fonctionnalités que c'était super dur après d'analyser mais c'est quoi qui coince, c'est quoi le problème, qu'est-ce que c'est qui marche, parce que voilà, trop de choses à analyser. Alors que quand on y va petit à petit, peut-être qu'on aurait vu dès le départ, ok, le jeu est beaucoup trop difficile avec juste un niveau, personne n'arrive à le dépasser, et à ce moment-là, on a juste la chose dès le départ, quoi. Et on aurait probablement trouvé de bonnes solutions. Je suis certain, moi, qu'il aurait pu marcher ce jeu. Mais voilà, on s'y est mal pris sur la conception déjà. Après, la deuxième chose, c'est que le pinball, je veux dire l'image du flipper, n'est pas du tout casual. Comme j'ai dit, c'est vraiment un public qui normalement c'est dans les bars, ils y vont au score, ça demande des skills, des compétences, des réflexes, qui est pas du tout quelque chose que les joueurs occasionnels ont et recherchent. Alors c'est ça, on aurait vraiment dû l'emballer encore plus pour dire ok, il y a un système de flipper, mais on n'aurait pas dû forcément aller coller complètement au concept du flipper. Peut-être, je sais pas, pas mettre du tout de perte de balles. Voilà. Ça paraît bizarre comme ça, mais il y aurait d'autres moyens de freiner le joueur, enfin qui perde sans que ça soit aussi punitif que le flipper classique. Et donc voilà, donc ça c'est l'autre chose. Et puis après je sais pas trop ce qu'avait fait Laurent pour tout ce qui était marketing, si il avait ciblé les bonnes personnes, parce que c'est ça aussi, il a fait peut-être on a fait peut-être 1,3 million de téléchargements, mais si c'est que des joueurs qui ont juste vu les graphismes et qui ont fait c'est sympa, mais qui avaient aucune idée que c'était vraiment très très flipper, ils ont été déçus peut-être par la mécanique, j'en sais rien en fait, hein. Tout ça c'est des suppositions. Donc au final il a pas fait suffisamment d'argent, et ce qui fait que ça a mis fin au projet, à notre collaboration. Je comprends de son côté, là il a arrêté les frais. Je sais pas pourquoi par contre il l'a enlevé du store. Bon, je pense qu'il doit avoir ses raisons. Moi, ce que j'ai appris là-dedans, c'est que voilà, il faut faire les choses petit à petit, les faire tester tout de suite, mais auprès du bon public, pour vérifier, ok, est-ce que le public qu'on vise, est-ce qu'il arrive à accrocher à ce qu'on lui propose, et puis voilà. Moi, je pense que c'est vraiment ça la base, quoi. Voilà, mais sinon, c'était une expérience vraiment cool.
Laurent est vraiment quelqu'un de qualité, très très bon, je vais pas dire dirigeant, manager ou je sais pas quoi, mais en tout cas il gérait bien tout son travail. Il avait un réseau qui lui permettait de prendre des conseils, des trucs comme ça. Enfin voilà. Donc c'est ça l'histoire. C'était vraiment improvisé comme je disais aujourd'hui. Si jamais ça vous intéresse ou que vous avez aimé, commentaire, like, tout ce qu'il faut pour me donner un peu votre ressenti, votre retour. Et puis petite chose. Alors je viens de lancer une newsletter, c'est-à-dire que vous pouvez vous inscrire. Pour l'instant, vous ne recevrez pas grand-chose parce que je dois encore un peu réfléchir à qu'est-ce que je vais vous offrir comme contenu. Mais je dirais que voilà, au minimum, ça sera, vous serez informé dès que le podcast est en ligne. Vous verrez un peu les coulisses de mon jeu. Et puis voilà, et après on reste en contact et puis on verra ce qui vous paraît intéressant de recevoir, d'être en contact, qu'on soit ensemble en contact. Donc voilà, je vais arrêter là. Merci et bonne journée.